Gilbert Deleuze, on connaît tous le personnage, mais cette évidence de sa présence a fini par nous masquer qui il était vraiment et comment il a apporté au XXe siècle des choses décisives. Et j'aimerais que vous puissiez saisir combien son œuvre et ce qu'il a ouvert était quelque chose de profond, d'intangible et en même temps d'immense. Alors, dès 1923, il a des projets d'écriture très poussés. Il envoie des manuscrits à Gallimard et à d'autres maisons à cette époque. Puis il recevra des lettres des éditeurs qui lui parleront de ces manuscrits. Et longtemps, il va méditer sur ses réponses. Et il en sortira quelque chose d'intéressant et qui est une des premières conceptions originales qu'il a pu développer. C'est vraiment l'idée de possible en tant que tel. Voilà, c'est ça qui l'intéressera. Le possible en tant que tel. Ça veut dire qu'il aura pris conscience dès ce moment-là de la vulgarité de toute réalisation en tant que telle, c'est-à-dire l'effectuation, mais vraiment au sens fort, j'ai envie de dire l'effectuation au sens fort, c'est-à-dire ce que Meinong a appelé la Wirklichkeit, il en comprendra la vulgarité, l'inutilité. Alors, à un dîner chez des amis, il avait eu cette phrase très forte qu'on a retenue après par la suite, c'est l'intention, c'est ça, c'est la phrase exacte, c'était l'intention en tant que telle, précède l'action. L'intention précède l'action. Voilà. Ça, c'est sa phrase clé. Donc, évidemment, là, on reconnaît tout de suite que Sartre, évidemment, refusera toujours de reconnaître, de ce point de vue-là, sa dette à l'égard de Deleuze, et se complaira donc dans la mauvaise foi, dans la dénégation, évidemment. C'est-à-dire qu'il, bien sûr, il avait lu Sartre, les manuscrits de Deleuze, il les a eus entre les mains, il refusera toujours obstinément de dire qu'il les avait lus, même devant Merleau-Ponty, évidemment. Alors, ils sont nombreux, en fait, ceux qui ont une dette impayée à l'égard de Deleuze, ça, on peut pas le nier. Premier égard, évidemment, on pense à Marcel Duchamp, qui, c'est vrai, a fait des œuvres, quoi qu'on en dise, mais justement, c'est encore trop complu dans l'effectuation de ses œuvres. Il a été encore une fois un épigone de Deleuze de ce point de vue-là, parce qu'il n'a pas réussi à remonter à la possibilité elle-même des choses. Bon, et puis après, tout le reste, à partir de là, s'ensuit réciproquement. Mais ce qu'il faut souligner, c'est ce refus chez Deleuze de nier l'intention. Voilà, c'est ça. C'est ça, je pense qu'on pourra retenir. Et que les gens ne retiennent pas et s'oublient dans leurs œuvres, dans un déballage comme ça de concepts, de matières qui étaient déjà dépassés par Deleuze. Mais c'est trop perturbant pour l'art à ce moment-là de reconnaître cette nouveauté. Oui, on voit bien là dans ces manuscrits inédits tout l'art de Deleuze. Bon, il faut dire qu'à l'époque, les maisons d'édition, les Gallimard, les De Noël, ont refusé ces pages et sont vraiment discrédités auprès du monde littéraire. Ça a été vraiment un tollé. Bon, et c'est ça qui a fait que Deleuze a travaillé sur l'idée de manuscrits inédits. C'est ça qui l'intéressait, cette idée qu'un manuscrit puisse rester inédit. Et ça allait de pair, c'est vrai, chez lui, avec cette volonté de saisir la pensée, mais dans son état seulement émergent. Et ça, c'était vraiment fondamental, je crois. Alors, s'il fut bien le penseur que l'on sait, il fut aussi un homme du monde,
qui a été reconnu internationalement pour ce qu'il était. Et par exemple, en 59, il rencontre à New York Jacqueline Kennedy. C'est au MoMA, dans les couloirs du musée, il la rencontre. Et là, elle est avec des amis. On connaît bien sûr les relations entre Jacqueline et Delos. Et là, elle, superbe féminine, feint de l'ignorer. Par pudeur, parce qu'elle ne voulait pas que l'intimité de leur relation soit brisée. Mais lui, à ce moment-là, préférera aussi rester à l'arrière-plan, et il respectera cette volonté tacite de Jacqueline de garder une relation qui soit vraiment intime. Et Picasso, alors, qu'est-ce qu'il en est, vous allez me dire? Bah oui, Picasso, bien sûr, ça fait problème avec Delos. Mais ça fait problème, oui, mais d'accord, mais c'est le problème d'abord de Picasso. Pourquoi? Bah, c'est simple. En fait, l'œuvre de Picasso, oui, très bien. Bon. Mais la genèse même de l'œuvre de Picasso, elle est chez Delos. Voilà. C'est ça la différence. Non mais Heidegger, non, je veux dire, non, c'est ce que vous comprenez pas ou vous voulez pas comprendre pour des raisons qui vous regardent, c'est qu'Heidegger, non. L'intentionnalité a été décrite par Delos dans des termes conceptuels clairs. Donc Heidegger, non, c'est pas la peine d'y revenir. Voilà, c'est ça. C'est pas la peine d'y revenir. Bon, dans le caractère de préanticipation, c'est vrai que Derrida se pose un peu là. Il parle de l'idée de déconstruction. Oui, très bien, déconstruction. Mais seulement, Delos, lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait déjà, lui, nié la construction en tant que telle. Donc, à partir de là, Derrida pourra être syncrétique autant qu'on veut, mais il échappera pas au piège d'un certain structuralisme. Sartre, Foucault, tous les imitateurs de la postmodernité. Vraiment, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Et qu'est-ce que c'est que la notion de faire chez Delos, si c'est pas une réponse directe aux avancées freudiennes? Bon. Et donc, on trouvera l'idée que l'action en tant que telle est beaucoup moins qu'un simple possible imaginé. Et ça, c'est un renversement qui est vraiment très caractéristique de la pensée delosienne, bien sûr. Alors, ces rapports au monde littéraire étaient assez controversés. Et il y aura même un critique du Monde pour suggérer que Delos était l'homme du possible. Évidemment, le critique le disait dans un sens péjoratif. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est que la formule Delos, l'homme du possible, aurait pu faire Fleurès et devenir sa devise personnelle. Et je crois que c'est finalement assez bien résumé, et c'est toute l'ironie savoureuse qu'un critique ait pensé à ça, et que finalement ce soit la meilleure manière de parler de Gilbert. Oui. Bon alors, revenons-en à Marx. Et Marx et la Révolution en particulier. Parce qu'on voit bien que chez Delos, l'idée de révolution est virtuellement présente. Bon, mais quand il part en Argentine, vers 1946, il rencontre des amis, dirigeants français expatriés à cette époque, avec qui il aura le projet un temps de monter un mouvement syncrétique. Mais, comment je dirais, c'est à ce moment-là qu'il se lance dans les affaires,
vraiment, en Argentine, près de la frontière. Et là, en 3 ans, il montra pas moins de 8 affaires. Donc, il avait entièrement renversé les rapports économiques tels qu'ils sont décrits chez Marx. Et là encore, on voit bien que l'intention avait non seulement précédé, mais complété ses réalisations jusqu'à en prendre la place. On connaît tous la vie de Gilbert Deleuze, mais en fait, il existe peu de documents réels sur sa vie. Et là, on vient de trouver un document d'archives exceptionnel et qui sont un très court film. On le voit, enfin, je ne vais pas déflorer le sujet. C'est vraiment un document exceptionnel et on va découvrir un peu l'artiste dans cette notion de préaction dans un sens taoïste. Et donc, on va regarder tout de suite ces images exceptionnelles. Il disait, l'art est comme un embryon. Il peut se développer ou non. Vilain petit canard peut devenir un beau cygne. Ou le vilain cygne redevenir un beau canard. Ces barques, que sont-elles sinon, aurait pu dire Deleuze, des baleines échouées près d'un volcan. Et cet homme qui marche, et la blancheur de son écharpe, à l'image de la page blanche sur laquelle il inscrivit ses pas, lui qui disait souvent à ses amis, par confidence, « Nous aurions pu le faire ». Non mais, tu te marres, mais entre nous, c'était quand même pas con ce qu'il disait, hein.